Bonjour, bienvenue à notre cours POL de Institutions et sociétés canadiennes. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux institutions parlementaires du Canada. Donc, pour bien situer d'abord le Parlement dans le système de gouvernement du Canada en général ou dans le régime politique canadien où il se situe. Donc, on peut apercevoir ici sur une page qui vous est probablement familière parce qu'elle est tirée du document que vous aviez à lire lors des premières séances de notre cours. Donc, on reconnaît ici le Parlement qui est composé, comme on le verra plus tard, de trois éléments, de trois organes. Donc, la monarque, la reine, chef d'État du Canada, le Sénat ou la Chambre haute, ainsi que la Chambre des communes. On voit que le pouvoir législatif ici est partagé entre ces trois organes, mais que le pouvoir exécutif, lui, appartient en propre à un des sous-organes de la Chambre des communes, que l'on appelle le cabinet, à la tête duquel on trouve le premier ministre, qui, lui, exerce véritablement le pouvoir exécutif au Canada, avec une partagée partiellement avec la monarque ou la reine, dont le rôle est très, très, très limité, comme nous allons pouvoir le voir. À côté de cela, on se rappelle, pour les besoins d'avoir une vue d'ensemble, que le pouvoir judiciaire, quant à lui, on le trouve dans les cours de justice au Canada, notamment la Cour suprême, qui agit comme la plus haute cour de justice au Canada en matière criminelle, en matière civile et en matière constitutionnelle, auxquelles s'ajoutent à côté d'autres types de cours, des cours d'appel provinciales, la Cour d'appel fédérale, donc tout le système de justice canadien. Ce sont là les trois formes de pouvoir, les trois pouvoirs qui existent, pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ainsi que le pouvoir judiciaire. Donc, au cœur du régime canadien, du parlementarisme canadien, on trouve donc le Parlement, cette institution phare, cette institution centrale. Dans le cas du Canada, il faut voir que le régime qui est le nôtre est issu de ce qu'on appelle la tradition du parlementarisme de type britannique ou ce qu'on appelle le système de Westminster. On s'appelle Westminster et le siège du Parlement de Londres. Donc, c'est le palais de Westminster qui accueille les parlementaires à Londres. Donc, on appelle le système de Westminster ou le parlementarisme britannique. Ça, c'est notre régime politique est fondé sur ces principes, avec quelques petites variantes propres au Canada, donc qui permettent de distinguer notre régime de celui qui a cours toujours aujourd'hui au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, mais quand même, les grands principes sont demeurés les mêmes. Ce sont les mêmes qui prévalent depuis 1867, au moment de la Confédération, c'est-à-dire l'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Loi constitutionnelle de 1867. Dans ce régime, bien sûr, chaque province possède sa propre, ce qu'on appelle législature ou parlement. On peut voir ici à gauche l'Assemblée nationale, donc qui porte le titre précis ici d'Assemblée nationale, c'est-à-dire Assemblée de la nation québécoise. À droite, on reconnaîtra ce qu'on surnomme normalement Queen's Park, c'est-à-dire l'Assemblée législative de l'Ontario. D'autres provinces, je peux penser à la Terre-Neuve et Labrador, dont le titre du Parlement s'appelle la Chambre d'Assemblée. Donc, différents noms, mais dans tous les cas, le Parlement dont il sera question aujourd'hui est celui du Parlement canadien, c'est-à-dire celui du gouvernement fédéral. Nous laisserons de côté les parlements des provinces. On pourrait y consacrer une séance complète, bien sûr, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au gouvernement fédéral ici, ou le Parlement fédéral, je dirais plus précisément. Donc, le parlementarisme a ses origines dans un principe bien connu qui est celui du partage du pouvoir. Jusqu'à l'avènement des parlements, à la modernité, à l'époque moderne, on va le voir tantôt, le pouvoir était surtout accaparé par des monarques qui exerçaient de manière absolue le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne le partageaient pas. Hein. Depuis la dislocation de l'Empire romain, en Moyen Âge, vont s'installer en Europe différents royaumes, principautés, même des empires, le Saint-Empire germanique par exemple, à la tête desquels on trouvait des rois absolutistes, des monarques absolus. On peut penser à Louis XIV, le roi Soleil, on peut penser à Charles Quint ou Charles V en Espagne, Frédéric II de Prusse ou Frédéric le Grand. Donc, ils exerçaient du pouvoir et ils ne le partageaient pas avec une assemblée d'élus ou avec un parlement. Hein, ils avaient tous les pouvoirs entre les mains et ils gouvernaient complètement. Hein, ils ne faisaient pas seulement que régner, comme on le voit ici au Canada avec la chef de l'État canadien ou la reine du Canada, mais ils gouvernaient, ils avaient les pleins pouvoirs. Les premiers parlements, des assemblées où on parle, les parlements, sont apparus en quelque sorte comme une manière de partager le pouvoir. Hein. Les monarques vont cesser d'exercer pleinement ou de manière absolue le pouvoir pour en céder une partie à des assemblées d'élus. On les voit la première fois dans le royaume de Léon, au nord de l'Espagne aujourd'hui, lorsque, à ce moment-là, on avait
commencé, on avait mis sur pied les premiers parlements au 12e siècle. En Suède vont apparaître au 17e siècle les premiers parlements, 18e siècle. Mais plus largement, on doit surtout à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre plus précisément, d'avoir institué le premier parlement qui va faire sa marque, qui va s'installer durablement et qui va inspirer les autres monarchies, les autres royaumes européens, qui vont directement s'inspirer de l'expérience anglaise pour mettre sur pied leur propre parlement. Donc, on le doit ici à une date qui est généralement reconnue comme étant à l'origine du parlementarisme britannique, 1215, avec ce qu'on appelle la Grande Charte, ou en latin, la Magna Carta. Donc, nous sommes en 1215, le roi d'Angleterre de l'époque, on l'appelle Jean sans terre, il gouverne, mais il est face à lui, il a face à lui de graves troubles politiques, plutôt, des troubles internes, qui font en sorte qu'il perd littéralement pratiquement le pouvoir. Mais au même moment, l'Angleterre fait face à une invasion des troupes françaises, du moins la menace d'invasion des troupes du Royaume de France. Donc évidemment, lui, pour monter une armée, pour organiser la défense de l'Angleterre, il va se tourner auprès des lords, des nobles de l'époque, de la classe aristocratique, pour leur demander de financer la défense de l'Angleterre. Les barons de l'époque vont s'entendre, effectivement, pour organiser une telle défense, mais en contrepartie, ils vont exiger du roi Jean sans terre la mise sur pied de ce qu'on appelle un grand conseil. Et ce grand conseil aura notamment certains pouvoirs pour lever des impôts, ce qui va permettre de financer les opérations militaires, mais aussi d'exercer un contrôle sur l'utilisation même de ces nouveaux deniers, de ces nouvelles sommes d'argent. Donc, on va mettre sur pied la première forme de parlement. Donc, la Magna Carta porte en partie sur la question du Grand Conseil. On doit aussi à la Magna Carta, elle est aussi plus connue parce que c'est dans cette grande charte que l'on va reconnaître la première fois, en Occident tout le moins, de ce qu'on appelle les droits en matière de droit criminel. C'est là qu'on va reconnaître le principe qui est bien ancré dans tous nos systèmes juridiques aujourd'hui ou les systèmes pénaux de l'habeas corpus, c'est-à-dire qu'un accusé a droit à certains droits. Donc, par exemple, il ne peut pas être reconnu coupable tant ou si longtemps qu'il n'est pas soumis à un procès en bonne et due forme. Donc, il ne peut plus être soumis à un pouvoir strictement arbitraire, un pouvoir criminel arbitraire. Il doit pouvoir avoir certains droits de se défendre. C'est le principe de l'habeas corpus que l'on trouve dans la Magna Carta. Mais pour nous, la Magna Carta, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'avènement, la consécration de l'existence d'un nouvel organe politique qui s'appelle le Grand Conseil, qui est à l'origine du Parlement britannique. C'est ce qui va demeurer encore aujourd'hui une bonne pratique. Les premiers parlements, donc, on voit ici la Magna Carta et l'émergence des parlements vont contribuer à une plus grande démocratisation des régimes politiques. Au départ, il faut bien voir, lorsque les monarques absolus européens vont se doter de parlements ou de conseils ou d'assemblées, elles peuvent porter plusieurs noms. En Europe de l'Est, on parle par exemple de la diète polonaise. Donc, toutes ces assemblées d'élus ou de nominés, le processus de sélection importe peu ici. Au départ, les monarques vont s'entourer de ces conseillers, de ces assemblées, mais au départ, ces monarques n'ont pas l'obligation de les consulter. Donc, les parlements sont là, s'offrent aux monarques comme des outils parmi d'autres dont disposent les monarques pour gouverner. Ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque les monarques vont consentir à octroyer à ces assemblées de véritables pouvoirs, et parmi les plus importants, principe fondamental de tous les parlements partout aujourd'hui, le principe selon lequel les deniers publics, donc les sommes publiques, les fonds publics, le budget, est un pouvoir qui appartient aux assemblées d'élus, au Parlement. Dans le moment où on va instituer ce principe, à ce moment-là, le monarque n'aura pas le choix de consulter sur une base régulière les parlements. Jusqu'auparavant, il pouvait consulter le Parlement, mais il n'était pas obligé de confier, d'amener à... il n'était pas dans l'obligation de convier le Parlement sur une base régulière. Mais là, il n'a pas le choix parce que pour gérer l'État, il a besoin des budgets. Mais ces budgets doivent être adoptés sur une base, à tout le moins, annuelle. Donc, minimalement, ça force la main au monarque de convier ici le Parlement au moins une fois par année. Donc, on va voir le caractère permanent des parlements s'installer
en raison de ce pouvoir particulier qui leur est octroyé, qui est celui de lever des deniers publics et de gérer les budgets qui vont avec. C'est un principe qui est encore aujourd'hui central dans les parlements, dans à peu près tous les régimes politiques. Donc, on voit donc, avec l'émergence des parlements, qui vont s'installer plus durablement, bien sûr, à la suite des grandes révolutions démocratiques de la fin du 18e siècle. On pense bien sûr à la Révolution française, qui va marquer une rupture radicale avec ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas seulement la Révolution française qui va amener cette nouvelle manière de penser le monde et de gérer le pouvoir. Va s'installer tranquillement. On peut penser, par exemple, au moment du Printemps des peuples, au milieu du 18e siècle, une série d'évolutions sociales qui vont secouer toute l'Europe, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne. À ce moment-là, les parlements vont gagner en puissance, en influence et au détriment des monarques. Donc, graduellement, on assiste à une démocratisation des régimes politiques en Occident avec une montée en puissance des parlements et un lent déclin des pouvoirs politiques des monarques, jusqu'au point, comme on peut le voir ici au Canada, où les monarques n'exercent plus qu'un pouvoir strictement symbolique. Ils sont déchus de toute forme de pouvoir réellement politique au profit des parlements qui, eux, aujourd'hui, jouissent de tous les pouvoirs politiques. Donc, si on peut faire une courte histoire du parlementarisme au Canada, on remarquera d'abord que le premier Parlement est institué au Canada à partir de l'acte constitutionnel de 1791 qui fixe à Québec donc le Parlement, le siège du Parlement. Bon, à l'époque, évidemment, le Parlement n'a pas les pouvoirs qui sont les siens aujourd'hui, puisqu'à côté du Parlement, il y avait également le Conseil législatif, qui était composé de non-élus, qui, eux, devaient répondre de leurs actions, de leurs décisions, de leurs conseils, directement au gouverneur. Avant, dans le régime français, une telle chose n'existait pas. Il n'y avait pas comme tel le Parlement, il y avait le Conseil législatif, à la tête duquel on trouvait le gouverneur, et à côté de lui, il y avait l'intendant, mais il y avait des conseillers, mais il n'y avait pas formellement de Parlement. Donc, le premier, c'est au droit britannique, au moment de l'acte constitutionnel de 1791. Ce Parlement sera aboli au moment des troubles de 1837-1838, c'est mieux connu sous le nom de Rébellion des Patriotes. À partir de l'acte d'union, on se rappelle, à la suite des troubles, le gouvernement anglais, ou le gouvernement britannique plutôt, va réunir le Haut et le Bas Canada au sein d'une même entité, qu'on va appeler simplement le Canada ou le Canada uni. Par contre, ce gouvernement ou ce Parlement sera grandement divisé. Division du pouvoir suivant les lignes nationales entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, ou simplement les Anglais et les Canadiens, comme ils se nommaient à l'époque. Donc, c'est un gouvernement relativement instable qui s'installe à partir des années 1840. C'est quand même dans ce contexte plutôt, qu'on va voir arriver le principe de la responsabilité ministérielle, au principe sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais c'est aussi dans le cadre de ces institutions que l'on va reconnaître pour la première fois que le français peut être une langue utilisée au sein des parlements, au sein du Parlement. Donc, on doit à Louis-Hippolyte Lafontaine une démarche politique qui a conduit à la reconnaissance du français, alors que l'acte d'union ne le reconnaissait pas. Donc, on va s'installer le français et l'anglais comme deux langues d'usage au sein du Parlement. Ça, c'est pour donc 1840. Grandement divisé, le Parlement de l'époque. On s'appelle en avril 1849, juste pour illustrer le degré de division qui pouvait régner à l'époque, des émeutiers anti-ionistes donc, et anglophones, des orangistes en fait, vont s'en prendre au Parlement qui, dans la même année, ont voté des subsides, c'est-à-dire pas des subsides, mais plutôt des indemnisations pour compenser pour les pertes à la suite des rébellions de 1837-1838. Et ces indemnités étaient versées autant aux anglophones qu'aux francophones. Et ça a mis le feu aux poudres certains orangistes qui ont voulu une manœuvre d'utilisation frauduleuse des fonds publics. Donc, littéralement, eux, ce qu'ils vont décider, c'est qu'ils vont littéralement brûler le Parlement. Donc, en avril 1849, on va assister au feu à l'incendie du Parlement du Canada, à Montréal, qui est à l'époque situé dans le marché de Sainte-Marie. Donc, il va y passer la Bibliothèque du Parlement, qui était la plus belle et plus grande bibliothèque du Canada de l'époque. Donc, ces émeutiers vont littéralement mettre le feu au Parlement. Et à partir de ce moment-là, Montréal va perdre son statut de capitale du Canada au profit de Kingston. C'est la raison pour laquelle, en 1867, lorsqu'on va inaugurer l'acte de l'Amérique du Nord britannique, on va célébrer ce fait dans ce qui est aujourd'hui la mairie de Kingston, de la ville de Kingston, mais qui à l'époque était le Parlement, le siège du Parlement du Canada uni. Donc 1867, acte de l'Amérique du Nord britannique qui pose les principes du gouvernement ou du Parlement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce sont les mêmes principes. Ces principes ont évolué un petit peu, notamment par exemple la perte d'influence du Sénat, comme on va le voir. Mais grosso modo, 1867 pose les bases du régime parlementaire tel qu'on le connaît encore aujourd'hui au Canada en 2021.
Donc, en quoi consiste ce régime? Donc, on a déjà dit, le Canada, son régime parlementaire est de type britannique ou suivant le système de Westminster. En quoi ça consiste? Bien, comme on l'a dit, le Parlement est composé de 3 organes. Le monarque, ou le chef de l'État, dans ce cas-ci, la reine du Canada. Bon, elle est rarement au Canada, donc elle est représentée lorsqu'elle est absente, la plupart du temps, par le gouverneur général ou la gouverneure générale. Dans ce cas-ci, ce qui nous occupe maintenant par le chef de la Cour, le juge en chef de la Cour suprême du Canada, à défaut d'avoir un gouverneur général pour l'instant, depuis la démission de Julie Payette. Un Sénat et une Chambre des communes. Donc, ces trois organes forment ce qu'on appelle le Parlement canadien ou le Parlement du Canada. Il siège bien sûr à ce qu'on appelle la colline du Parlement, en anglais Parliament Hill, à ne pas confondre avec la colline parlementaire, qui, elle, désigne plutôt le siège du gouvernement à Québec. Donc, la colline du Parlement, c'est à Ottawa. La colline parlementaire, c'est à Québec. En général, on s'entend pour dire ça. On reconnaît bien sûr l'édifice du Parlement avec la tour centrale, avec cette grande tour, la tour de la paix, qui est dans l'édifice central. Donc, un document bien connu. J'imagine que vous avez probablement déjà eu l'occasion d'aller le visiter ou de le voir à tout le moins à Ottawa. Donc, ce parlementarisme canadien repose sur certains grands principes. Donc, nous allons analyser d'abord les composantes, donc la composition de ce Parlement, avant d'aborder les grands principes du parlementarisme canadien. Allons-y d'abord donc avec le premier élément, le monarque. Donc, on sait, on l'a déjà eu l'occasion d'en parler ici déjà, le monarque ou le chef d'État au Canada, ou la reine du Canada, elle règne, mais ne gouverne pas. C'est-à-dire que son pouvoir est strictement symbolique. Son rôle est symbolique, protocolaire. Elle joue un très grand rôle protocolaire au Canada, mais sur le plan politique, son rôle est très, très, très limité. Elle a un pouvoir particulier dans le cadre du processus législatif, c'est-à-dire qu'au terme du processus, il lui revient d'apposer sa signature, c'est-à-dire d'apporter ce qu'on appelle la sanction royale à tout projet de loi. On va le voir tantôt, là, ce processus, mais somme toute, comme on peut dire, son rôle est très, très, très effacé. Rôle protocolaire, rôle très limité. Le Sénat, deuxième organe. Avant de bien comprendre le rôle du Sénat, il faut voir que le parlementarisme canadien repose sur un principe, ce qu'on appelle le bicaméralisme. C'est-à-dire que le Canada est composé, le Parlement canadien est composé de 2 chambres. Bicaméralisme, du latin caméra, hein, en parenthèse ici, le terme caméra désigne généralement l'appareil photographique, mais c'est juste par extension, parce que lorsqu'apparaissent les premiers appareils photographiques, on a affaire littéralement à des petites chambres noires qu'on transporte sur des trépieds. Après une longue exposition, bien, ça nous donne une photographie. Donc, on appelait à ce moment-là la caméra obscura, donc la chambre noire, et donc par extension, on va venir qu'à désigner l'appareil lui-même. Donc, le terme caméra est resté pour désigner ici l'appareil photographique, mais ici, nous, on s'en tient au terme latin caméra, désigne ici simplement une chambre ou une habitation, là, une pièce dans une habitation. Donc, système canadien, 2 chambres, système bicaméral. Donc, la première de ces chambres, le Sénat, on l'a dit, la chambre haute. Vous reconnaîtrez bien sûr que la chambre basse ici est la chambre des communes. Donc, la chambre haute ici, elle réunit essentiellement ce qu'on appelle en Grande-Bretagne les Lords. Donc, en Grande-Bretagne, on appelle ça le House of Lords. Elle ne porte pas le nom de Senate, mais c'est House of Lords, c'est-à-dire qu'elle réunit ici les membres de l'aristocratie, hein, les membres de la noblesse. Et on distingue ceux-là des autres, les Commoners, donc House of Commons, qui réunit les roturiers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas de sang royal ou de sang, à tout le moins de sang noble, qui n'ont pas de sang aristocratique. Donc, cette distinction sociale-là, qui pour nous aujourd'hui apparaît désuète, mais bien sûr est centrale dans l'organisation sociale à l'époque en Grande-Bretagne, au moment de l'instauration du Parlement, graduellement à partir de 1215. Donc, cette distinction-là est à ce moment-là très, très, très importante. La Chambre haute, donc, elle est importante parce qu'elle joue un rôle fondamental dans notre Parlement, bien que son influence politique, comme on va le voir, a tranquillement décliné au fil du temps au détriment de la Chambre des communes, qui, elle, au contraire, a pris de l'importance en influence politique, si bien qu'aujourd'hui, le véritable centre du jeu politique au Canada, c'est la Chambre des communes. Le Sénat a été poussé en quelque sorte un peu en marge. Il continue à exercer un rôle important, mais bien moindre que le rôle qui est octroyé aux membres de la Chambre des communes. La particularité, c'est que cette Chambre, le gouverneur général ou la reine, lorsqu'elle est au Canada, ont le droit d'entrer au Parlement. Ils ont le droit d'entrer au Sénat.
Ils vont le faire notamment lorsqu'il vient le temps de livrer le discours, ce qu'on appelle le discours du trône. Le discours du trône, c'est ce qui inaugure une législature, une session même. Donc, on aura plusieurs discours du trône qui sont livrés au début de chacune des sessions parlementaires par le gouverneur général. C'est une fonction qui lui est réservée. Par contre, le gouverneur général n'a pas le droit d'entrer à la Chambre des communes. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vient le temps de livrer le discours du trône, vous allez toujours voir faire livrer ce discours dans le Sénat par le gouverneur général. On reconnaîtra à ce moment-là qu'on va inviter pour les besoins de ce discours le premier ministre du Canada qui va donc accompagner, généralement accompagné du juge en chef de la Cour suprême, de même que le CDS, le chef d'état-major de défense, qui généralement vont être présents pour la livraison de ce discours, qui marque en général les grandes orientations politiques pour la session à venir, notamment les grandes orientations quant à l'adoption ou au dépôt de projets de loi. Donc, ça, c'est pour le Sénat. Bon, membre de cette chambre, chambre haute, hein, donc on le voit par exemple dans les critères qui, à l'époque, lorsqu'ils sont institués en 1867, viennent qu'à consacrer le caractère en quelque sorte aristocratique de l'institution. Il faut être Canadien, il faut être âgé d'au moins 30 ans, et encore aujourd'hui, en 2021, il faut être propriétaire de biens immobiliers d'au moins 4 000 $ dans la division sénatoriale qu'on va représenter. Et dans le cas du Québec, on a en plus 24 districts électoraux, sénatoriaux. Donc, il faut avoir des biens immobiliers dans ce district-là pour être éligible à devenir sénateur. On me dirait que 4 000, ce n'est pas beaucoup. En même temps, 4 000 $, c'était ce qui était posé en 1867. Donc, ça représenterait une somme d'argent beaucoup plus importante aujourd'hui, bien au-delà de 100 000 $. Donc, encore là, on pose ces conditions-là qui n'existent pas pour se faire élire comme député. Il faut simplement être majoritaire, avoir 18 ans au Canada, et c'est tout, pour être élu député. Alors que dans le cas du Sénat, donc on pose ces exigences plus hautes, précisément pour ce qui témoigne en quelque sorte du caractère encore aristocratique de cette Chambre par rapport à la Chambre des communes. Le Sénat se compose de 105 sièges. Les sénateurs siègent, ils sont représentants, ils occupent un siège. Ce nombre peut fluctuer avec le temps. Depuis l'instauration du Sénat en 1867 jusqu'à aujourd'hui, on est rendu à 105 aujourd'hui. Ça va fonctionner, bien sûr, en fonction de l'évolution démographique. Lorsqu'on va intégrer une nouvelle province, lorsqu'une population d'une province devient trop grande par rapport aux autres. Donc là, on va ajuster le nombre de sièges. S'ajoute à ça le fait qu'en vertu de la section 26 de la loi constitutionnelle de 1867, le premier ministre peut, sur recommandation de la Majesté la Reine, ajouter entre 4 et 8 sénateurs. Donc, il y a 4 et 8 sénateurs qui peuvent être ajoutés en surplus des 105 sièges. La dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était en 1990, ce pouvoir, par Brad Mulroney. Brad Mulroney, qui était à la tête du Canada à l'époque, à la tête du Parti progressiste conservateur, avait beaucoup de difficultés à faire adopter la loi qui va instaurer la taxe sur les produits et services, la TPS, qui n'existait pas auparavant. Donc, à ce moment-là, lui, en 90, au Sénat, il y a trop de sénateurs libéraux à l'époque qui ont été nommés par son prédécesseur, Pierre Elliott Trudeau. Il n'y en a pas assez de progressistes conservateurs. Mais pour s'assurer que le projet de loi puisse passer, il va nommer d'autres sénateurs en surplus pour s'assurer justement qu'il va aller chercher une majorité qui va lui permettre de voir son projet de loi se voir adopté. Donc, c'est la dernière fois qu'on y a recours à cette stratégie. Aujourd'hui, en réalité, plusieurs postes sont vacants. Donc, ils ne sont pas tous occupés. Les sénateurs sont obligés de prendre leur retraite à 75 ans. Ça, c'est depuis 2006, je crois. Auparavant, du moins au moment de l'instauration en 1867, ils pouvaient rester jusqu'à la mort, donc jusqu'à la fin. On a posé une limite à 75 ans. Là, on s'est entendu pour dire que c'était raisonnable ici comme âge pour prendre la retraite. J'insiste, donc les sénateurs, à ne pas confondre avec les députés. Les députés représentent une circonscription électorale, alors que les sénateurs représentent une division sénatoriale. On s'appelle que les sénateurs sont nommés par le gouverneur général. Ils sont en réalité sélectionnés, choisis par le premier ministre du Canada. Alors que les députés, eux, sont élus. Les sénateurs ne le sont pas. Donc, on garde à l'esprit cette distinction ici qui est quand même fondamentale. Ici, on voit que les députés sont
les sénateurs plutôt, disons, ils ont de bonnes conditions de travail, on peut dire ça comme ça. Ils gagnent un salaire de 150 000 en moyenne, auquel s'ajoutent d'autres indemnités de voyage notamment, et s'ils siègent sur certains comités, donc s'ils occupent certaines fonctions spéciales, donc je dirais que la majorité des sénateurs gagnent au-dessus de 200 000 par année. Donc bien sûr, ils sont bien rémunérés pour un travail important dans notre régime qui est le nôtre. On pourrait bien sûr questionner ce salaire, mais bon, actuellement, c'est ce à quoi ils ont droit. Le Sénat ici, donc on peut apercevoir ici le Sénat, qu'on appelle généralement le Salon Rouge. Il siège donc, ce salon se trouve dans l'aile est de l'édifice central du Parlement. En raison d'importantes rénovations qui ont été entreprises depuis 2019, le Sénat a été déplacé, du moins le salon où siègent les sénateurs a été déplacé au centre de conférence du gouvernement. C'est l'ancienne gare de Union d'Ottawa. Donc jusqu'aux travaux. Les travaux, ça va prendre au moins 10 ans. Là. Donc pas avant 2029, les sénateurs vont retrouver le Salon Rouge. Donc un très beau salon, le building du Parlement canadien. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le visiter, c'est un très très beau building. Donc ça mérite une belle visite. Donc, au Sénat, à la différence de ce qu'on trouve à la Chambre des communes, où les députés siègent normalement en portant des couleurs, les couleurs d'un parti politique, hein, les députés libéraux, conservateurs, NPT, bloquistes et compagnie. En 2016, lorsque Justin Trudeau prend le pouvoir, il va délaisser cette filiation. Donc, c'est-à-dire que le Parti libéral du Canada, à la tête duquel on trouve Justin Trudeau, va briser le lien qui existait entre ce parti et ses sénateurs, c'est-à-dire les sénateurs qui avaient été nommés par un premier ministre libéral. On peut penser à Jean Chrétien, Paul Martin, son père, bien sûr, Pierre-Éliott Trudeau. Donc, on va cesser cette filiation. Le Parti conservateur va résister à cette tentation, si bien que les députés, ou les sénateurs qui avaient été nommés par un premier ministre conservateur vont conserver leur affiliation avec le Parti conservateur. Donc là, c'est un flou, il n'y a rien qui le précise dans la Constitution, mais si bien qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est qu'à l'intérieur du Sénat, on trouve 4 groupes sénatoriaux. Hein, le groupe des sénateurs indépendants, le groupe des sénateurs affiliés au Parti conservateur, donc ceux qui sont restés fidèles à cette affiliation, le groupe des sénateurs canadiens et le groupe progressiste des sénateurs. Je épargne les détails, les distinctions idéologiques qui regroupent, qui permettent d'expliquer ces regroupements, mais donc on a ces 4 groupes-là. Les sénateurs, en fait, il faut bien voir, ils peuvent être membres du cabinet, c'est-à-dire qu'ils peuvent être ministres. La pratique veut que les ministres soient des élus de la Chambre des communes. Mais rien n'empêche que ce soit des sénateurs. Hein. Dans le premier cabinet de 1867, des 13 ministres que comptait ce cabinet, 5 étaient sénateurs. Ils n'étaient pas élus à la Chambre des communes. Bon, cette pratique va tomber en désuétude, si bien qu'on le voit de moins en moins. La dernière fois, c'est peut-être à 2006, lorsque Stephen Harper va nommer Michael Fortier ministre de la région de Montréal. On se rappelle, en 2006, le Parti conservateur n'avait pas fait d'élu dans la région de Montréal, et ça prenait quelqu'un qui pouvait représenter cette métropole, si bien qu'il avait donc nommé l'homme d'affaires Michael Fortier au Sénat, afin de pouvoir le nommer ministre. Mais comme je vous dis, c'est un cas plutôt rare. La plupart du temps, les ministres sont issus de la Chambre des communes, comme c'est le cas actuellement avec tous nos ministres. Bien sûr, la question qui se pose avec le Sénat, et c'est une question qui est posée depuis ces dernières années, c'est comment le réformer. Puisqu'il est apparu, il apparaît de plus en plus par bon nombre de personnes, que cette institution apparaît aujourd'hui un peu désuète, un peu dépassée. Hein. Elle ne répond plus aux exigences démocratiques de notre temps. On pourrait imaginer à rendre électif le Sénat. Ça exigerait un changement constitutionnel. On peut penser que ce serait à ce moment-là la règle du 7-50. On se rappelle la formule d'amendement sur notre séance sur la Constitution. Donc, la règle du 7-50, 7 provinces qui composent au moins 50 de la population canadienne. On peut penser que cette règle-là pourrait s'appliquer. Mais si on voulait apporter des changements plus significatifs à cette institution, ben ça serait à ce moment-là la règle de l'unanimité qui s'appliquerait toutes les provinces, les 3 composantes du Parlement canadien. Donc là, je pense qu'on peut d'emblée exclure cette possibilité. On ne verra jamais de réforme de cette manière. Donc, un Sénat élu, peut-être un jour, mais une vraie réforme, probablement pas. J'ai omis de parler d'une position importante, c'est que le Sénat, à la tête du Sénat, on trouve un président. Le président du Sénat est nommé par le premier ministre du Canada. Il exerce le contrôle sur l'Assemblée lorsqu'il vient le temps de débattre. C'est lui qui gère les temps de parole, par exemple. Actuellement, ce poste est occupé par George Furry, qui est sénateur de Terre-Neuve et Labrador. Donc, poursuivons l'analyse du Parlement canadien avec une analyse portant sur la deuxième chambre, c'est-à-dire la chambre basse, celle qui réunit les députés, qui sont
élus, à la différence des sénateurs qui sont nommés. Donc, nos élus qui sont nommés. Et nos élus ici sont élus sur une base autre, différente que celle des sénateurs. Donc, nos élus de la Chambre des communes sont élus, ils représentent ce qu'on appelle une circonscription électorale, alors que les sénateurs sont nommés sur la base de division sénatoriale. Donc, c'est deux systèmes, deux logiques différentes. Les circonscriptions sont au nombre de 338 au Canada, 338 sièges, donc à la Chambre des communes. Ils sont répartis à travers les 10 provinces et les 3 territoires, en fonction, bien sûr, du poids démographique de chacune de ces entités. Ce nombre a fluctué au fil du temps. 338, c'est le nombre actuel. La dernière modification remonte à il y a moins de 10 ans, où on avait rajouté des sièges. Le Québec, par exemple, était passé de 75 à 78. Donc, les grandes provinces, comme le Québec, 78, l'Ontario, 121 sièges, alors que les plus petites provinces, on peut penser par exemple à la plus petite, l'île du Prince-Édouard, qui ne compte que 4 sièges. Donc, les députés représentent ici une circonscription. Ils représentent leurs électeurs. Ils n'ont pas les mêmes exigences d'habiter, par exemple, dans le cas du Sénat, ils n'ont pas d'exigence d'habiter la circonscription. Ils représentent cette circonscription au Parlement à Ottawa, mais n'ont pas l'obligation d'habiter la circonscription. Juste pour une clarification, en français, on désigne donc ces élus sous le titre de députés. En anglais, on les appellera plutôt MPs. MP, c'est-à-dire Member of Parliament. Donc, on fait cette distinction. Député en français, Member of Parliament en anglais. Pour poursuivre sur cette distinction en anglais, en français, on parle de on nomme le chef du gouvernement canadien, on l'appelle Premier ministre. Donc, le Premier ministre, Justin Trudeau, par exemple. On n'a pas la même expression Premier ministre pour désigner le chef du gouvernement des provinces. Donc, on a, par exemple, au Québec, le Premier ministre François Legault. Toutefois, en anglais, on opère une distinction, puisqu'en anglais, on réserve le terme de Prime Minister pour désigner le chef du gouvernement fédéral, donc Prime Minister Justin Trudeau. Alors que dans les provinces, on va plutôt nommer à ce moment-là les premiers. Donc, on a Premier François Legault. Alors qu'en français, cette distinction-là n'apparaît pas puisqu'on emploie dans les deux cas le terme Premier ministre. Donc, on finit cette clarification pour éviter toute forme de confusion lorsqu'on utilise les termes en anglais. Dans le jargon politique, on va désigner, au terme d'un scrutin, on va s'inaugurer ce qu'on appelle une législature. Nous sommes actuellement, depuis le scrutin de 2019, dans la 43e législature, c'est-à-dire le 43e Parlement depuis 1867. Et à l'intérieur de la législature, il y a des sessions. Donc, les sessions parlementaires, généralement au nombre de 2 par année, mais ça peut varier un peu, là. Donc, nous, elle a débuté la dernière, celle qui a cours présentement, elle a débuté le 25 janvier, donc il y a à peu près 3 semaines, et elle terminera normalement le 23 juin. Je dis normalement, à moins bien sûr que déclenchement d'élection, parce que je vous rappelle que le gouvernement actuel est à la tête d'un gouvernement minoritaire, donc il pourrait donc être renversé, ce qui entraînerait donc automatiquement à ce moment-là des élections. Dans tous les cas, normalement, on reprendrait cet automne au terme d'une pause estivale. Les députés, donc ici, il faut bien comprendre, les députés sont élus au Canada sur une base nominale. Ce sont les personnes qui se portent candidates pour le poste électif de député qui vont se faire élire. La plupart des candidats, la très vaste majorité des candidats, vont choisir de le faire en représentant un parti politique. Mais rien ne l'empêche de se présenter à titre d'indépendant. C'est plus rare, et c'est certainement plus rare de se faire élire comme tel. On s'appelle le célèbre cas d'André Arthur, un animateur de radio à Québec, qui s'était fait élire dans la région de Québec entre 2006 et 2011 comme indépendant. Il avait siégé, il ne portait aucune couleur. Bon, en pratique, il votait toujours du côté des conservateurs, donc il y avait toujours en quelque sorte cet appui tacite de la part d'un parti, mais il est plus rare donc que les députés que les candidats se fassent élire sans porter les couleurs d'un parti. Mais c'est important de comprendre que cette élection est bien nominale, si bien qu'une fois que le candidat est élu, il peut bien sûr renier sa formation politique. Il peut quitter le parti politique. Il peut quitter le parti politique pour en fonder un autre, comme les députés qui ont fondé le Bloc québécois en 91 avaient été élus ou bien sous la bannière libérale, je pense à un Jean Lapierre, ou progressiste conservateur, je pense à un Louis Plamondon, qui siège toujours aujourd'hui pour le Bloc québécois. Donc, ou enfin, un député peut même choisir, cas plus rare, de quitter sa formation politique pour aller siéger avec l'autre parti d'opposition. C'est des cas plus rares et en général, ces candidats ne se font pas réélire pour la suite. Les électeurs, en général, acceptent
généralement peu un tel changement d'orientation politique. Donc, mais dans tous les cas, j'insiste pour cela, pour cet élément, l'élection est nominale. C'est ça, la personne qui est élue, que cette personne porte les couleurs d'un parti ou pas, ça importe peu. Les élus donc de la Chambre des communes le sont pour une durée de 4 ans. Donc, un mandat, il est fixé à 4 ans. La loi constitutionnelle de 1867 ne précisait pas la durée, outre qu'elle signalait que le Parlement ne pouvait siéger pour plus de 5 ans, ce qui enclenchait donc automatiquement l'obligation ou la nécessité de tenir des élections. En pratique, depuis 1867, on s'entendait pour tourner des scrutins à tous les 4 ans, c'est-à-dire dans la 4e année, avant la date fatidique de 5 ans. 2006, le Canada va adopter la loi sur les élections à date fixe, si bien qu'aujourd'hui, les élections sont déterminées à tous les 4 ans, c'est-à-dire 3e lundi d'octobre. Dans le cas qui nous intéresse à nous, dans la mesure où le dernier scrutin remonte à 2019, ça c'est donc le 3e lundi d'octobre 2023. À moins bien sûr que le gouvernement actuel, le gouvernement minoritaire, soit défait en Chambre, et ce qui enclencherait à ce moment-là un autre scrutin général avant, bien sûr, la date fatidique d'octobre 2023. Mais si il perdure, s'il réussit à se maintenir au pouvoir, bien, la prochaine fois qu'on nous serons appelés à aller voter, ce sera donc en octobre 2023. À l'époque, donc avant l'adoption de cette loi, les élections n'étaient pas à date fixe, si bien qu'il revenait au premier ministre et à ses conseillers politiques, ses stratèges en quelque sorte, à déterminer le bon moment pour déclencher les élections. Le moment opportun pour le parti au pouvoir, bien sûr. Donc, ça laissait un grand pouvoir au premier ministre. Donc, on s'est éloigné de cette pratique pour consacrer le principe qui est largement reconnu dans à peu près toutes les démocraties aujourd'hui, qui est le principe des élections à date fixe. Donc, les électeurs savent à quoi s'attendre. Ici. Donc, dans le cas du Canada, actuellement, ce que l'on a, c'est une Chambre, donc 338 députés, et le gouvernement actuellement, qui est dirigé par le Parti libéral du Canada, à la tête duquel on trouve son chef, Justin Trudeau, qui est donc, puisqu'il gouverne, où il dirige le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes, on lui a remis les fonctions, le titre de premier ministre. On se rappelle, le premier ministre du Canada est élu, il est celui qui a le plus de sièges à la Chambre des communes. Donc, Justin Trudeau, à la tête du Parti libéral, gouverne au Canada, actuellement à la tête d'un gouvernement minoritaire. Minoritaire, pourquoi? Puisqu'il est le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, 155, mais 155, c'est une majorité relative sur 338. C'est-à-dire qu'à eux tous réunis, les autres partis de l'opposition ont plus de sièges que lui. Lui, c'est le parti qui en a le plus pris individuellement par rapport à tous les partis pris individuellement. Donc, on a ici, on reviendra tantôt sur cet aspect, le Parti conservateur qui est à la tête de l'opposition officielle et les autres partis d'opposition. Donc, on reconnaît ici des sièges comme le Bloc québécois qui a 32 sièges, le NPD en a 24, le Parti vert en a 3 et on a, pour l'instant, 3 députés indépendants. Donc, ça, c'est pour la composition actuellement de la Chambre des communes à Ottawa. Donc, au terme du scrutin de 2019, voici en quoi consiste actuellement la composition. Il y a des départs à la retraite, là, en quelque sorte, certains qui ont quitté leur formation pour siéger de manière indépendante, donc ça varie un petit peu. Dans le jargon ici législatif, on appelle des bills des projets de loi. Donc, les membres de la Chambre des communes, les législateurs, donc les députés, vont siéger, et le gros de leur travail, c'est d'adopter des projets de loi. C'est-à-dire, ça peut consister à adopter de nouveaux projets de loi, mais ça peut consister aussi à modifier des lois existantes, voire à abroger, éliminer ici, supprimer une loi existante. Donc ça, c'est le travail législatif. On reviendra plus tard tantôt sur le processus législatif comme tel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Chambre des communes, donc on peut le voir ici, c'est encore une image tirée du document que vous avez lu. Donc, la Chambre des communes est organisée de manière spatiale, en 2 rangées de sièges. Généralement, d'un côté, on trouvera l'opposition, du moins, le parti au pouvoir, donc le gouvernement, et de l'autre, on trouvera l'opposition officielle. Traditionnellement, cette composition en rangées qui s'opposent, on ne trouve pas cette organisation, par exemple, dans la plupart des pays de la planète. La plupart des pays vont organiser l'Assemblée sous la forme d'un hémicycle, qu'on pense, par exemple, à la Chambre des représentants aux États-Unis ou au Sénat, l'hémicycle, par exemple, à l'Assemblée nationale en France. Donc, c'est une organisation qui est typique du parlementarisme britannique. Les autres assemblées politiques à travers la planète, généralement, ne prennent pas cette forme d'opposition de 2 rangées de bancs.
Traditionnellement, on se rappelle qu'en Grande-Bretagne, il y avait deux partis politiques qui s'opposaient, qui alternaient de pouvoir, les Tories, les ancêtres donc, du Parti conservateur aujourd'hui, et les Whigs, ancêtres du Parti libéral aujourd'hui. Le jeu politique a évolué, si bien qu'au Canada, on n'a plus seulement deux partis, historiquement, qui étaient le conservateur et les libéraux. C'est ajouté à cela le Parti réformiste des années 90, qui par la suite va se transformer. Le Bloc québécois est apparu en 1991, il a perduré dans le temps. Le NPD était apparu des années 60 et plus récemment, le Parti vert. Donc, on a présentement 5 partis qui sont représentés à la Chambre des communes. Il faut voir, hein, pour qu'un groupe parlementaire soit reconnu comme tel, donc un ensemble de députés qui portent une certaine couleur, soit formellement reconnu par la Chambre des communes comme un groupe parlementaire distinct, ce qui lui permet d'aller chercher certains privilèges, des fonds pour mener des recherches, par exemple. À ce moment-là, il faut avoir au moins 12 élus. Okay? Donc, on a présentement reconnu le NPD, le Bloc québécois comme un groupe parlementaire. Le Parti vert n'a pas pour l'instant ce statut puisqu'ils n'ont que 3 députés. Bon, les députés ont le loisir de modifier ces règles. Des fois, elles vont le faire, pas toujours. On reconnaît donc aussi une caractéristique du parlementarisme britannique, c'est qu'on reconnaît à l'un des partis de l'opposition un statut particulier qui est celui d'être dit l'opposition officielle ou la loyale opposition de Sa Majesté dans le cas du Canada. Donc, ça octroie à ce parti certains privilèges, droit de parole par exemple, temps de parole et des budgets, des ressources supplémentaires pour mener des travaux. Donc, c'est un privilège qui est important. Aujourd'hui, bien sûr, le chef de l'opposition officielle, c'est le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole. L'opposition officielle, pour poursuivre, l'opposition officielle, elle s'organise, elle organise ses travaux autour de ce qu'on appelle un cabinet fantôme. Donc, le gouvernement, on trouve à la tête du gouvernement un cabinet, donc les ministres, les secrétaires parlementaires, les ministres associés, mais à l'opposé, dans l'opposition, on a aussi ce qu'on appelle un cabinet fantôme, c'est-à-dire des gens qui vont s'intéresser, des députés, à qui on va confier des responsabilités particulières dans des domaines particuliers. Donc, on va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle des critiques ou des porte-paroles, donc qui critiquent en matière de la défense, critiquent en matière de finances, critiquent en matière de politique étrangère, par exemple. Ce sont des gens qui jouent le rôle, en quelque sorte, d'opposition ou de critique à l'égard d'un ministre, donc un des rôles particuliers. Donc ça, c'est des fonctions qu'on peut distribuer à l'intérieur du parti de l'opposition. Le terme caucus, lui, qu'on voit, qu'on utilise à la Chambre des communes, désigne l'ensemble des députés d'un même parti, que ce parti soit au gouvernement ou dans l'opposition. Donc, le terme caucus, c'est l'ensemble des députés d'un même parti. Le cabinet, lui, désigne essentiellement les membres de l'exécutif, les ministres, avec le premier ministre, les secrétaires parlementaires, les ministres associés. Donc, ça forme le cabinet. Et ensuite, on a de l'autre côté le cabinet fantôme. On désignera également ce qu'on appelle les députés d'arrière-ban. Les députés d'arrière-ban, ou en anglais, on appelle l'expression des backbenchers, et en fait, ils s'assoient derrière, eux autres sont moins importants. Ce sont les élus qui n'ont ni de fonction au sein du cabinet, si leur parti est au pouvoir, et ni de fonction au sein du cabinet fantôme, si leur parti est dans l'opposition. Donc, ce sont des députés dont le seul travail se limite à représenter leurs électeurs. Ce sont généralement des députés beaucoup moins connus, on les met moins de l'avant, donc on les appelle ici les backbenchers ou les députés d'arrière-ban. À côté de cela, on trouve, là, j'épargne les détails ici, mais à l'intérieur de la Chambre des communes, on va distinguer les leaders en chambre, donc ceux qui prennent plus facilement la parole, ce sont ceux qui représentent les groupes parlementaires. On trouvera les chefs de parti. Hein, c'est un poste particulier. Chef de parti, leader en chambre, ce n'est pas la même chose. Les whips, donc dans la tradition parlementaire britannique, les whips sont en quelque sorte l'équivalent, là, pour simplifier, là, des adjudants-chefs au sein des unités militaires, c'est-à-dire qu'eux doivent veiller à la discipline de parti. S'assurer, par exemple, que les députés sont présents lorsqu'il y a un vote en chambre. Donc, ce sont les whips, ceux-là. Et enfin, on a les présidents de caucus. Donc, tous ces gens-là occupent différentes fonctions au sein de la Chambre des communes. À la tête de la Chambre des communes, on trouve un président. Donc, le président, généralement, est issu du parti au pouvoir. Pas toujours. Si le gouvernement est minoritaire, par exemple, il pourra choisir d'y aller avec un président du parti issu de l'opposition, mais généralement, il est du côté du gouvernement. Mais la grande particularité, c'est que ce président, il est élu au secret, par vote secret par tous les députés. Actuellement, le député libéral de Nipissing-Témiscamingue, Anthony Rota, est le président de la Chambre des communes. Son rôle est celui de gérer les discussions, les débats en Chambre. Donc, c'est lui qui siège
devant, de chaque côté donc des parlementaires. C'est lui qui dirige les travaux, qui dirige les discussions. Une tradition veut que lorsque les membres du Parlement veulent s'adresser au public, au Parlement, aux autres parlementaires, s'ils veulent poser par exemple une question à un autre député ou répondre à un autre député, ils ne s'adressent pas directement au député. Hein? Suivant une formule, ils vont dire « Monsieur le Président, j'aimerais poser une question au député de Berthier », par exemple. En anglais, Mr. Speaker. Le terme président en anglais, c'est speaker. Mr. Speaker, I would like to ask a question to the Member of Parliament of Calgary East. Okay. Donc, la pratique, c'est qu'on s'adresse au président. Et le président va nous octroyer des droits de parole. Donc, c'est un rôle disciplinaire important, un rôle central dans la conduite des travaux de la Chambre des communes. Les députés, donc une fois qu'ils sont élus, ils ont à ce qu'on appelle prêter un serment d'allégeance. Hein? Donc, ils sont élus avant de recevoir leur mandat, avant d'être assermentés, ils doivent déclarer « ils se nomment, jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. » Il peut élire celui-là ou l'autre, au lieu de jurer serment, il va faire une affirmation solennelle sur la même valeur légale, mais c'est deux formes de serment. Je, nom du député, déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement, que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Bien sûr, Majesté Reine Élisabeth II, ça changera lorsqu'on changera de monarque. Donc, c'est important dans la tradition du parlementarisme britannique que le serment d'allégeance va à l'endroit non pas du peuple canadien, comme on trouvera normalement dans les républiques, mais à l'égard du monarque, c'est-à-dire du souverain, le chef de l'État. Donc, c'est deux manières encore là de saisir la souveraineté au Canada. Quelques mots sur le processus législatif comme tel. Bon, c'est un processus assez complexe, il peut être très fastidieux. J'irai ici avec les grandes lignes ainsi pour qu'on puisse bien saisir en quoi ça consiste. Essentiellement, le processus comporte 6 étapes. Lorsque un député va déposer un projet de loi, bon, la plupart des projets de loi émanent du gouvernement, c'est-à-dire des députés du gouvernement, plus précisément des membres du cabinet. Rares sont les projets de loi qui sont étudiés, qui émanent par exemple des députés de l'opposition ou simplement d'un député d'arrière-ban. La plupart émanent des ministres eux-mêmes, qui sont également députés. Donc, on dépose une première lecture du projet de loi. Ensuite, va s'en suivre ce qu'on appelle une deuxième lecture. Donc, la deuxième lecture, elle va faire l'objet de débats en Chambre. Débat qui va impliquer bien sûr les députés de l'opposition officielle. Hein? Le législateur, ça ne comprend pas uniquement les membres du gouvernement. Là. Le législateur, ça comprend tous les députés. On va en première lecture, deuxième lecture. Troisième étape, on y va en étude en comité. Donc, la Chambre des communes, les députés, ils siègent également au sein de comités. Un comité sur la défense, comité permanent sur les finances, comité sur les langues officielles. Différents comités sont au nombre de presque 30. Ces comités, donc, occupent le gros des travaux parlementaires. Tous les députés, la plupart à tout le moins, siègent au sein de ces comités. Et c'est au sein de ces comités qu'on va étudier les projets de loi. Donc, si par exemple, on dépose un projet de loi qui porte sur les langues officielles, bien évidemment, on va saisir les membres du comité sur les langues officielles pour étudier ce projet de loi, y compris donc les députés de l'opposition, qui ont un rôle important à jouer ici dans l'analyse, dans l'étude du projet de loi. Donc, étude en comité, ce comité va faire rapport. Donc, le rapport sera remis à tous les députés à nouveau, qui pourront prendre connaissance du rapport préparé par le comité. Il va s'en suivre à ce moment-là la troisième lecture en Chambre. Donc, vous voyez, une étape comme ça, c'est assez complexe. Donc, la troisième lecture consistera donc à analyser à nouveau le projet de loi pour voir ses failles, ses faiblesses, comment il pourrait être bonifié, comment il pourrait être amélioré. Et tous les députés ont le droit de porter ici des améliorations au projet de loi. Enfin, quand tout le monde s'entend sur ce projet de loi, ben à ce moment-là, les députés vont voter sur ce projet de loi-là. Mais une fois qu'ils auront voté, bien, le projet de loi va partir à ce moment-là de la Chambre des communes et il va aller au Sénat. Et au Sénat, on reprend la même procédure. Hein? Donc, un côté Chambre des communes, ça part ensuite après la troisième lecture au Sénat. Le Sénat va faire le même travail. Au terme de sa troisième lecture à lui, il reviendra à ce moment-là au monarque, au chef de l'État, à apposer sa sanction royale. Donc, la sanction royale vient en quelque sorte mettre fin au processus législatif. Donc, je vous disais, le chef de l'État a un pouvoir strictement symbolique. Mais son rôle quand même, il en a un dans le processus législatif à titre d'organe membre du Parlement, c'est celui d'apposer sa signature en bas des projets de loi lorsqu'ils sont adoptés en bonne et due forme. C'est ce qu'on appelle donc la sanction royale. Donc, nous avons abordé la composition du Parlement canadien
en traitant du monarque, du Sénat, en parlant du Sénat, en discutant de la Chambre des communes. J'aimerais ici, pour terminer, discuter de grands principes qui sont au cœur du parlementarisme canadien, du parlementarisme donc de type britannique. Donc, 4 grands principes qui caractérisent donc notre régime parlementaire par rapport à d'autres régimes. Premier grand principe, c'est celui de la souveraineté parlementaire. C'est-à-dire que dans le parlementarisme britannique, le Parlement est reconnu comme étant souverain. Il détient la souveraineté. Bon, ici, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsque vient le temps de reconnaître à l'État la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté que l'on reconnaît au Parlement est à l'intérieur d'un État. Ce que ça veut dire en concret, c'est que le Parlement a tous les pouvoirs. Il ne peut être limité par rien. Il peut légiférer sur tout. En suivant un adage assez connu, le Parlement a tous les pouvoirs, sauf celui de transformer un homme en femme. C'est l'expression qui était consacrée. Bon, on sait aujourd'hui qu'ils peuvent réviser le statut rigidique ou la catégorie juridique d'homme et femme dans le droit, par exemple, dans le droit civil. Mais dans tous les cas, l'idée, l'image, c'est que le Parlement peut statuer sur tout. Il peut légiférer sur tout. Bon, dans le cas canadien, ce principe a connu des changements importants lorsque, en 1982, on va ajouter à la Constitution canadienne, ou à la loi constitutionnelle, une Charte des droits. Ça, c'est venu grandement limiter le pouvoir du Parlement, puisque, avec la Charte des droits et libertés, ce que l'on a, c'est qu'on reconnaît que les citoyens sont dépositaires de droits inaliénables. C'est-à-dire que les parlementaires ont tous les pouvoirs, mais les lois qu'ils vont adopter ne peuvent pas être contraires aux droits fondamentaux des citoyens. Mais là, la grande particularité, c'est qu'il ne revient pas aux parlementaires eux-mêmes de déterminer si leurs propres lois sont conformes ou pas à ces droits, mais à la Cour suprême du Canada, qui, dans le jeu parlementaire qui est le nôtre, le jeu politique qui est le nôtre, joue le rôle de Cour constitutionnelle. Donc, ce sont les juges de la Cour suprême, lorsqu'ils sont saisis d'une demande, qui doivent déterminer si une loi est contraire ou pas à la Constitution canadienne, ou plus précisément, à la Charte canadienne des droits et libertés. Et dans certains cas, donc, les juges de la Cour suprême vont se trouver à exercer un pouvoir important puisqu'ils vont obliger les parlementaires, dans certains cas, à modifier leur propre loi dans le cas où cette loi n'est pas conforme à la Constitution canadienne, mais ce sont les juges eux-mêmes qui déterminent si c'est conforme ou pas. Donc, depuis 1982, on est venu qu'à limiter le pouvoir des parlementaires. Ce qui explique pourquoi, par exemple, au moment de l'adoption de la Constitution en 1982, plusieurs parlementaires étaient très réfractaires à l'idée d'intégrer une Charte des droits au Canada. Non pas parce qu'ils étaient opposés à l'idée de reconnaître des droits aux citoyens canadiens, non, mais la Charte des droits pose, depuis son adoption, des limites réelles à l'exercice du pouvoir par les parlementaires. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au Royaume-Uni, il n'y a pas de Charte des droits, il n'y a pas de Déclaration des droits, il n'y a pas de Bill of Rights comme tel en Grande-Bretagne. Les élus du Parlement de Westminster, le Parlement de Londres, ont tous les pouvoirs. Bien sûr, ils vont légiférer dans le respect des droits individuels, mais il n'y a pas de charte comme telle qui vient les limiter. C'est ce qui a amené plusieurs commentateurs politiques depuis 1982 à parler d'un gouvernement des juges. Gouvernement des juges, c'est-à-dire que en raison du pouvoir interprétatif de la Charte des droits et libertés, donc de la Constitution, les juges non élus de la Cour suprême se trouvent en quelque sorte à exercer un pouvoir politique au Canada dans la mesure où ils peuvent forcer les parlementaires à modifier leurs lois. Donc, c'est un résultat de l'intégration d'une Charte des droits au sein de la loi constitutionnelle en 1982. Une caractéristique, donc, souveraineté parlementaire qui est propre au parlementarisme britannique, avec sa particularité canadienne, depuis 1982, que ce principe de la souveraineté a été limité, alors qu'il ne l'est toujours pas en Grande-Bretagne. Deuxième grande caractéristique, qui caractérise vraiment ici le parlementarisme canadien, une non-séparation du législatif et de l'exécutif. On se rappelle au Canada, l'exécutif, donc le cabinet, les ministres, sont tous ou à peu près élus, ou à tout le moins membres du Parlement, parce qu'un sénateur peut siéger comme ministre. Donc, l'exécutif est issu de du législatif. Donc, l'exécutif est issu du législatif et puisqu'il continue de siéger, il contrôle donc l'agenda législatif du corps législatif, c'est-à-dire de la Chambre des communes. Donc, il y a une non-séparation ici des pouvoirs qui fait en sorte que
des fois, ce n'est pas toujours très clair qui parle. Est-ce que c'est l'exécutif ou c'est le législatif? Ce principe ici, par exemple, dans d'autres régimes politiques, on peut le voir, où, par exemple, on peut penser aux États-Unis, où les ministres, ce qu'on appelle aux États-Unis des secretaries, donc c'est-à-dire les membres de l'administration, le terme cabinet aux États-Unis, on l'appelle plutôt l'administration de Joe Biden, donc les secrétaires de l'administration de Joe Biden, sont non élus. Ils ne sont pas membres de la Chambre des représentants ni du Sénat. Ils n'ont pas de compte à rendre à ces deux assemblées. Ils n'ont de compte à rendre qu'au chef du gouvernement, qui en l'occurrence est également chef de l'État, Joe Biden, le président des États-Unis. Donc, c'est une différence importante. Donc, au Canada, la grande particularité, c'est qu'il y a une non-séparation où ce n'est pas clair, cette division entre le législatif et l'exécutif. Troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. C'est-à-dire que, et ça ne touche pas uniquement les ministres, ça s'applique à tous les députés, c'est-à-dire que nos ministres, je vais parler des ministres, mais vous allez voir comment ça s'applique également plus largement, c'est que les ministres sont responsables de leurs actions devant le Parlement. Historiquement, les ministres étaient redevables de leurs actions auprès du roi. Donc, ils pouvaient être maintenus dans leur poste tant aussi longtemps qu'ils satisfaisaient aux exigences du monarque. Alors que dans le régime qui est le nôtre, le ministre est responsable devant la Chambre d'Assemblée, ici la Chambre des communes, c'est-à-dire qu'en cas de problème majeur, d'erreur, ils sont forcés de démissionner. Ils doivent donc rendre des comptes de leurs actions. Ils sont responsables non seulement pour leurs actions individuelles comme ministres, mais également pour l'ensemble de leur ministère. Donc, si les hauts fonctionnaires d'un ministère commettent des erreurs graves, il reviendra à ce moment-là au ministre de démissionner. Bon, habituellement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un remaniement ministériel, c'est-à-dire que le premier ministre va remanier son cabinet, il va donc tasser des députés, ils vont cesser d'occuper des fonctions ministérielles ou ils vont les remettre dans des positions de ministres subalternes. Et à ce moment-là, donc, on va régler de cette façon-là. Mais le principe de responsabilité ministérielle est très important dans le régime qui est le nôtre. Les ministres doivent rendre des comptes à la Chambre des communes, à leurs élus. Ici, le même principe s'applique également au gouvernement. Le gouvernement doit être responsable de ses actions devant la Chambre des communes. C'est pourquoi le gouvernement doit maintenir la confiance de la Chambre. Selon l'expression consacrée, il peut être maintenu au pouvoir s'il peut démontrer qu'il a la confiance de la Chambre. S'il perd cette confiance, il doit démissionner. Et là, c'est pourquoi on le voit normalement lorsqu'un parti est à la tête du gouvernement majoritaire, il conserve cette confiance naturellement parce qu'il a une majorité de députés qui vont l'appuyer. Lorsqu'il est à la tête d'un gouvernement minoritaire, là, la situation est plus délicate parce que s'il y a un vote de confiance ou une motion de confiance, certains projets de loi, on peut penser par exemple au budget, sont considérés traditionnellement comme des votes de confiance ou on peut même, un député d'opposition peut même y aller de l'avant en déposant une motion de confiance. Si le gouvernement est battu sur une motion de confiance, à ce moment-là, il perd la confiance de la Chambre. À ce moment-là, automatiquement, le gouverneur général doit lui retirer le pouvoir, ce qui enclenche automatiquement des élections, à moins que le gouverneur général décide de confier le pouvoir à ce moment-là à un parti d'opposition. Ça arrive très, très, très rarement. La plupart du temps, ça enclenche des élections, puis on repart en élection générale. Puis là, à ce moment-là, on a une nouvelle législature qui va apparaître au terme du scrutin. Donc ça, c'est le principe de la responsabilité ministérielle, principe qui est au cœur du parlementarisme de type britannique comme le nôtre. Dernière grande caractéristique de notre régime, c'est ce qu'on appelle la discipline de parti, ou la ligne de parti, c'est un anglicisme, mais la discipline de parti, c'est-à-dire que les députés, 11 chambres, doivent généralement voter en bloc conformément à la directive émanant du whip. C'est-à-dire que tous les députés libéraux, lorsqu'ils sont en chambre, vont tous voter du même bord. Les députés de l'opposition, eux aussi, vont voter du même bord, du bord de leur parti. Il y a une discipline très rigide. Un député ne peut pas voter comme il veut. Sauf dans quelques exceptions, lorsqu'on dépose des projets de vote libre. Généralement, lorsque ça porte sur des questions de moralité, d'éthique, là, on va annoncer d'emblée que le vote sera libre. On peut penser, par exemple, en 2006, lorsqu'on a adopté la loi qui permet le mariage entre conjoints de même sexe. Là, à ce moment-là, on avait voté un vote libre en Chambre à ce moment-là. Lorsqu'on a voté la loi, l'aide médicale pour mourir, à la suite de la demande du Québec, en 2016, c'était un vote libre à ce moment-là.
Je le dis ici parce que cette discipline de parti est assez caractéristique. Les électeurs, le citoyen ordinaire, généralement, voient là un dysfonctionnement du parlementarisme. Ben, comment se fait-il qu'ils votent tout le temps du même bord? Ils n'ont pas d'opinion, ces députés? Non, non, mais dans le jeu politique, c'est préférable qu'un parti, pour se maintenir au pouvoir, exige que tous ses députés votent du même bord. Donc, c'est dans le jeu politique. Là, il y a d'autres façons d'exprimer leur distance qu'à travers le simple vote. Alors que, par exemple, aux États-Unis, les députés, c'est-à-dire les membres de la Chambre des représentants ou les sénateurs, peuvent voter beaucoup plus librement. Ils vont généralement voter tout le temps du même bord, mais plus facilement, puisqu'il n'y a pas ce principe inscrit dans les pratiques politiques de discipline de parti. Ils vont donc voter plus librement, comme on va le voir au Canada. Donc, ainsi sont les 4 grandes caractéristiques du parlementarisme canadien. Ainsi se termine cette séance consacrée aux institutions parlementaires au Canada. Merci. Au revoir.